Napamba, épisode 7. Philippe Lautridou, un an d'ascenseur émotionnel en Afrique. Sur un carrefour donné, vous avez deux choix, droite, gauche, vous prenez où vous voulez. Le voyage en Afrique, c'est une sinusoïde. Donc il y a des hauts, il y a des bas, et puis il y a des fréquences aussi. Les fréquences sont très rapprochées et l'amplitude est énorme. C'est dans son petit appartement parisien que Philippe nous a chaleureusement reçus il y a 4 mois. Philippe, c'est un peu un hyperactif du voyage. Lors de notre rencontre, il a déjà un tour du monde en sac à dos à son actif, plusieurs voyages à vélo sur 3 continents différents et quelques aventures sur l'eau. Fin 2012, il s'interroge. Je me suis posé la question 1 fois, 2 fois, 3 fois, et je me suis dit, est-ce raisonnable ? Mais il n'est pas raisonnable de rester raisonnable. Maintenant ou plus tard ? Mais pourquoi plus tard ? Et il a posé un congé sabbatique. 1 an direction l'Afrique, des ruelles turbulentes de Dakar jusqu'à l'espoir d'un cap en Afrique du Sud en passant par les routes arides et ensablées du désert du Kalahari. C'est dans une chevauchée émerveillée de son vélo baptisé Polé Polé, doucement en swahili, qu'il découvre alors l'aventure pure, une aventure le long d'une sinusoïde émotionnelle oscillant entre insécurité et chaleur humaine qu'il nous décrit dans cet épisode. Bonne écoute. Je m'appelle Philippe Lautridou, j'ai 51 ans. J'ai commencé à voyager, je dirais, un peu tardivement. À l'âge de 35 ans, j'ai commencé par faire un tour du monde en sac à dos, en partant vers l'Amérique du Sud, vers l'île de Pâques, Tahiti, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, Australie, et puis une partie de l'Asie. Et à partir de cette expérience-là, j'ai continué à voyager. Et puis à un moment, j'ai franchi le cap et je suis parti après à vélo. En 2013, donc, j'ai fait un tour d'Afrique à vélo, en partant de Dakar pour arriver jusqu'en Afrique du Sud. Et depuis, je continue à voyager à vélo. La raison pour laquelle je suis venu sur le voyage à vélo, c'est par rapport à la première expérience de mon voyage autour du monde de plusieurs mois. J'avais adoré le voyage, mais j'étais revenu un peu frustré d'une chose, c'est qu'on part d'une ville et on arrive à une autre ville, et entre les deux, en fait, on est un peu cloisonné dans un bus ou dans un avion ou dans un train, etc. Et on ne peut pas s'arrêter quand on veut pour pouvoir prendre des photos, discuter avec les gens, etc. Et donc c'est pour ça que j'avais regardé un autre mode de voyage qui est devenu le vélo, parce que ça me donne l'autonomie, ça me donne la liberté de m'arrêter où je veux, repartir quand je veux, faire la pause que je veux. Le tout premier souvenir que j'ai de la pratique du vélo, c'était dans ma tendre enfance, j'avais 7 ou 8 ans. C'était un petit vélo rouge que j'avais emprunté à mon frère et j'ai commencé à faire le vélo sur une sorte de route en terre qu'il y avait derrière chez moi là, et j'ai essayé d'atteindre jusqu'à un poteau téléphonique qui était à peut-être 200-300 mètres là, et j'étais tout fier, tout content d'avoir réussi à atteindre ce poteau téléphonique là et de revenir à la maison. Ça, c'est mon tout premier souvenir de la pratique du vélo, je dirais. Mon tour d'Afrique, c'était mon premier voyage à vélo. Ça peut paraître étonnant, c'est que en fait, pour un premier voyage à vélo, je suis parti pendant 1 an à vélo et en Afrique. Donc effectivement, c'est quelque chose qui surprend les gens de faire le grand saut d'une année de voyage à vélo et puis en plus de le faire sur le continent africain. En janvier 2013, je suis parti de Dakar et j'ai commencé à faire donc une partie sur le Sénégal, et très rapidement j'ai dû changer l'itinéraire. C'était les premières interventions militaires au Mali, donc j'ai dû changer rapidement d'itinéraire. Je suis descendu plutôt vers le sud en passant par la Gambie, la Casamance, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry et la Sierra Leone. Et puis après, derrière, quand j'avais passé 3-4 mois dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest, j'ai fait une sorte de pont aérien pour rejoindre l'Ouganda, pour essayer de diversifier un peu les cultures africaines, de partir sur l'Afrique de l'Est, plutôt anglophone. Donc j'ai fait l'Ouganda, la Tanzanie, le Malawi, le Mozambique, le Swaziland, qui est un tout petit pays entre l'Afrique du Sud et le Mozambique. Et là, j'ai repris un autre vol pour remonter sur les chutes Victoria. Et de là, j'ai traversé le désert du Kalahari par le Botswana, la Namibie, le désert de Namib. Et j'ai fini à Cape Town en décembre 2013. Donc après 14 000 km à peu près, 14 crevaisons et 14 pays. Donc tout était sur la base du 14.
Pourquoi être parti en Afrique? C'est parce que comme j'avais fait un tour du monde précédemment et je n'avais pas passé par le continent africain, parce que quand on prend un billet tour du monde, les escales en Afrique sont très compliquées. Généralement, il faut revenir en Europe pour repartir en Afrique. Donc en fait, j'avais le temps qui était limité. Je n'étais pas passé par l'Afrique. Donc je voulais connaître ce continent-là. Et j'avais fait un premier voyage en 2008 en Tanzanie. Et à Zanzibar, il y a une petite île, c'est l'île de Pamba, avec la capitale qui est Tchake Tchake. Et là, pendant une semaine, en fait, j'avais loué un vélo. Et de Tchake Tchake, je papillonnais un peu partout dans l'île et je rentrais tous les soirs. Et à un moment, je me suis dit, mais c'est tellement facile, c'est tellement sympa de découvrir une petite île comme ça à vélo, que en fait, je me suis promis que si un jour je devais repartir pour un long voyage, de plusieurs mois, je referais ça à vélo et je repartirai en Afrique. Et donc 4 ans après, j'ai décidé de partir en Afrique et à vélo. Dans mon esprit, je n'étais pas figé à faire un an complet. Je m'étais laissé quelques portes de sortie. Puis finalement, j'ai adoré l'Afrique, j'ai adoré le vélo. Je suis resté un an en Afrique à vélo, tout simplement. Ce que j'ai ressenti en fait au moment de partir, de claquer la porte, je dirais, ça s'est fait en fait sur plusieurs jours, parce que comme je suis parti tout début janvier, je suis parti pratiquement 10 jours avant. Donc j'avais loué mon appartement ici, donc j'avais donné les clés déjà à mon futur locataire, donc ça c'était déjà un premier pas. Et puis après, l'avantage c'est que j'ai passé Noël avec la famille, donc ça permet aussi de dire au revoir à la famille. Et j'ai fait après le premier de l'an avec les amis, donc je leur ai aussi dit au revoir. Donc finalement, sur une dizaine de jours, il y a eu plusieurs étapes. Puis après, le 2 janvier, on prend l'avion assez basiquement, assez simplement. On s'assure surtout que le vélo partira bien et qu'il arrivera bien. C'était la seule angoisse que j'avais. Et puis après voilà, l'aventure déroule et au jour le jour, semaine après semaine, ça avance. J'étais parti, je me souviens bien, le 2 ou le 3 janvier. Et le 20 janvier, il y avait l'opération Serval qui avait démarré et donc il n'y avait plus la possibilité de passer les frontières. Donc à partir de ce moment-là, tout le périple que j'avais prévu, donc tout ça s'est tombé à l'eau. Donc du coup après, c'était semaine après semaine ou mois après mois et je regardais surtout dans quel pays je pouvais partir, comment je pouvais obtenir les visas. Et puis après, je regarde aussi le côté sécurité, de voir effectivement les zones qui sont peut-être un peu trop tendues ou un peu trop difficiles. Et puis voilà, on essaie de croiser un peu les informations pour essayer de trouver les choses les plus à jour et les plus fiables. Lorsque j'arrive à Dakar, le premier jour, c'était de nuit, parce que je suis arrivé, il devait être 22h, donc l'idée c'était déjà de récupérer le vélo dans les bagages, et puis après de trouver le taxi. De suite, on est plongé dans l'ambiance africaine, c'est un gros brouhaha autour de l'aéroport pour récupérer les bagages. Il y a des gens qui viennent, des taxis qui viennent essayer de trouver des nouveaux clients. Le taxi, forcément, il a fait un énorme détour dans tout Dakar pour pouvoir me retrouver en fait l'hôtel que j'avais réservé. Et le lendemain matin, c'est la première immersion en terre africaine, c'est-à-dire que je remonte le vélo et puis je fais un petit tour de vélo dans le quartier de Yoff. Dakar, c'est une ville assez francophone, donc tout le monde parle à peu près le français au Sénégal et encore plus à Dakar, donc les échanges sont de suite nombreux et puis voilà, il y a une très bonne interaction avec la population locale. On retrouve des vieilles voitures africaines telles qu'on l'imagine, les ânes qui tractent des petites charrettes, les enfants qui courent après le vélo. J'étais toujours surnommé Toubab, Fauté, Forêt, Mzouzou, enfin voilà, tous les pays, en fait, ils ont une sorte de petit surnom pour les touristes ou le blanc étranger qui vient par là, quoi. C'est plus ou moins amical, des fois c'est un peu plus, je dirais, caustique, mais voilà, mais c'est toujours assez gentil. Le premier coup de pédale, en fait, c'était déjà de sortir de Dakar. Dakar, c'est une sorte de péninsule ou de presqu'île. Et donc, il n'y a qu'une seule route majoritaire qui rentre et qui sort de cette presqu'île-là. Et donc, il y a des énormes bouchons à l'entrée et à la sortie de Dakar. Et moi, j'étais tout content avec le vélo de pouvoir passer sur le bas-côté de la route et puis doubler tous ces bouchons-là. Donc, le premier souvenir à vélo, c'était les énormes bouchons à Dakar. Et l'autre souvenir que j'ai en arrivant au Lac Rose, c'est de trouver un hébergement. Donc, il y a beaucoup d'hôtels là-dedans, mais avec des prix assez touristiques. On a commencé déjà à marchander le prix de poser la tente, du restaurant, etc.
Ça faisait partie de toutes les discussions qu'il y avait pendant une année en Afrique à essayer de trouver un emplacement pour planter la tente ou trouver une chambre. Voilà, c'était des discussions régulières. Quand j'arrivais dans des petits villages où il n'y avait aucune structure, je demandais de planter la tente dans le village. Alors, je me souviens effectivement en Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, souvent effectivement c'était le maître d'école ou le forestier ou la personne de l'administration du pays qui m'invitait à planter la tente à l'arrière de sa maison. Ou alors d'autres fois aussi dans les restaurants, on peut demander de planter la tente à l'arrière du restaurant. On prend le repas le soir, le repas le matin. On arrondit un peu au chiffre supérieur pour l'eau qu'ils nous ont donnée. C'est beaucoup de démerde et puis des opportunités et puis surtout de discuter, de demander, et il y a toujours des possibilités de trouver des hébergements, trouver à manger. Je trouve que même en Afrique, c'est assez facile de voyager, quoi, parce que tout est accessible. Il n'y a pas de format prédéfini de l'hébergement, de prendre le restaurant, etc. Voilà. Donc il suffit juste de demander, de discuter, d'échanger, et puis voilà, de se mettre d'accord avant de commencer à planter la tente. Mais voilà, c'est des petites astuces à connaître, quoi. Faut être honnête aussi, c'est que moi, le bivouac sauvage, je ne suis pas un grand adepte, parce que voyageant seul toute la journée, si en plus le soir, il faut, je dirais, bivouaquer tout seul, les nuits sont longues. En Afrique, je trouve presque plus facile et sécurisant de se rapprocher d'une personne pour pouvoir avoir un minimum de sécurité ou d'accompagnement, etc., quoi. Dès que vous n'êtes pas loin de l'équateur, il fait nuit à 7 h le soir et il fait jour à 7 h le matin. Une fois qu'on a dormi 8 heures, il y a 5 heures ou 6 heures à occuper tout seul dans sa tente. Au milieu du désert du Kalahari, bon là il n'y a pas d'hôtel, il n'y a rien du tout. Le désert du Kalahari prend place au sein de la plus grande étendue de sable au monde. Il s'étale sur 3 pays différents, le Botswana, la Namibie et l'Afrique du Sud. C'est au croisement de ces 3 pays que le climat est le plus aride et que la savane du Nord se mue en semi-désert. Mais à un moment, j'ai vu qu'il y avait des travaux de rénovation de la route. Et il y avait un chantier. Les personnes là, qui travaillaient dessus m'ont demandé de m'arrêter pour prendre le café avec eux. Et après, ils m'ont dit où tu vas dormir ce soir. Je leur avais expliqué que j'avais visé un endroit pour pouvoir dormir là-bas. Ils m'ont dit non, mais reste dormir avec nous sur le camp, parce qu'eux, ils ont un camp. Parce qu'au milieu du Kalahari, on ne fait pas les déplacements jusqu'à la maison tous les soirs. Donc eux, ils avaient leur propre campement. Et donc, ils ont demandé à ce que moi, je plante la tente à côté du gardien qui s'occupait en fait de surveiller tous les engins agricoles et l'essence qu'il y avait. Donc, en fait, il y avait un gardien qui était là pour surveiller les engins agricoles et mon vélo. Ça m'a permis aussi de discuter avec lui, de discuter avec les personnes qui travaillaient sur le chantier. Voilà. Donc, au lieu de partir, il était 4 heures de l'après-midi, au lieu de reprendre 1 heure ou 2 heures de vélo, je me suis arrêté là. Puis, on a passé à la fois une bonne soirée, une bonne nuit, et puis un bon petit-déj, et je suis reparti le lendemain matin. Ce qui est aussi agréable de voyager en Afrique, c'est qu'avec le français et l'anglais, on voyage dans 80 ou 90% en fait des pays. Toute la partie est du continent, elle est anglophone. Partie ouest, c'est plutôt francophone, donc voilà, que ce soit le Sénégal, la Guinée, même la Guinée-Bissau qui est plutôt portugaise, mais ils ont beaucoup de personnes à parler le français. Donc on arrive assez facilement à communiquer avec eux. La seule fois où j'ai eu vraiment le blocage de la langue du pays, c'était au Mozambique, parce qu'eux sont portugais et ils ne parlent pas très bien l'anglais, sauf dans le sud du Mozambique. Là, c'était plus compliqué. Mais c'est le seul pays vraiment où j'ai eu des complications de langue. Les routes et les pistes en Afrique, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ça reprend la phrase de Forrest Gump, mais c'est exactement ça. On regarde la carte, on se dit, là c'est une grande route principale qui va, et je m'en souviens très bien, qui va sur la capitale de Dodoma en Tanzanie. Elle est au centre du pays et on se dit, il y a 2 grandes routes qui y vont, une pour arriver, une pour repartir. Je me rappelle bien sur la carte, c'était en ligne rouge. Donc je me dis, majoritairement, ça va tracer. Et non, en fait, c'est 600 km de piste. Tout simplement parce qu'en fait, le président, lui, il a son avion privé, il a son hélicoptère. Donc la seule partie goudronnée qui était, c'était de la capitale jusqu'à l'aéroport. Et le reste, c'était que de la piste qui venait des parcs nationaux du Nord, là où il y avait du tourisme. Donc là, c'était goudronné. Une fois qu'on a dépassé le parc de Tarangire,
tout était après derrière que de la piste sur 600 km, quoi. Je pensais m'attendre à avoir une superbe route principale qui rentrait dans la capitale, ben non. À l'inverse, il y a d'autres parties où je pensais que j'étais sur des routes secondaires et finalement, elles étaient super bien entretenues. Les pistes étaient très bien entretenues parce qu'en fait, il y avait des extractions de mines juste à côté et donc c'est l'exploitant qui entretenait les pistes et on avait des superbes pistes. On essaie de deviner. Ça m'arrivait des fois d'aller sur Google Maps et essayer de regarder les photos pour voir si c'était noir, donc bitumé, ou si c'était rouge, etc., etc. Mais le pire du pire, c'est quand même des pistes où il y a du sable. Je ne sais plus si c'était Guinée-Conakry ou Guinée-Bissau. Je me suis retrouvé à pousser le vélo sur plusieurs kilomètres et que dans du sable, hyper fin, hyper mou. Et avec le poids du vélo, ça dérape, ça roule pas, il faut juste pousser, quoi. Donc ça, c'est horrible, quoi. C'est vraiment terrible. En Afrique du Sud, entre le Cap Agulhas, qui est la pointe la plus au sud du continent, et pour revenir vers Cape Town, j'ai voulu prendre un petit raccourci en prenant une piste. Donc tout allait bien jusqu'à ce qu'il y ait un énorme orage. Et en fait, la piste, la terre s'est transformée en glaise. Donc, et ça venait bloquer en fait dans les garde-boue. Ça me frottait dans la roue. Et il fallait que tous les 30 mètres à peu près, je reprenne une clé à laine et que je gratte en fait toute la glaise qu'il y avait entre la roue et le garde-boue pour que je puisse continuer à rouler. Là où je pensais gagner un tout petit peu de temps en prenant un petit raccourci par la piste, ça a été là une matinée de galère et je pense que c'était une dernière journée de galère avant d'arriver à Cape Town. Des moments de galère sur des mauvaises pistes avec la boue, le sable, ouais, ça arrive. Voilà, mais ça fait partie aussi un peu d'un voyage en Afrique, hein. Il y a eu des moments un peu de tension, des moments un peu plus à risque. Il y en a eu 3-4 de grosses émotions, je dirais, en niveau de la peur. Je me suis retrouvé à Conakry au moment où il y avait des manifestations. Quand on m'avait dit qu'il y avait des manifestations à Conakry, moi je pensais que c'était des manifestations comme on a avec les banderoles, etc. Non, c'est en fait des manifestations du pouvoir d'opposition contre le pouvoir qui est en place, etc. Et c'est presque des scènes de guérilla urbaine. Sans trop faire attention, j'avais cassé en fait la jambe de mon vélo. Donc je suis allé dans le marché où je pouvais récupérer des pièces de rechange. Et là, en l'espace de même pas une heure de temps, il y a eu les manifestants qui ont envahi le marché. Tous les commerçants ont décidé de fermer leurs boutiques. Moi, j'avais mon vélo qui était en cours de réparation, donc impossible de le récupérer. Donc, il est resté en fait chez le réparateur. Et puis, on m'a dit de filer rapidement, de prendre mes clics et mes claques et de partir rapidement du marché parce qu'effectivement, ça pouvait mal tourner. Il y a eu donc la contre-attaque de l'armée pour pouvoir dégager le marché. Puis moi, je sortais et à un moment où je sortais en fait du marché, je me suis retrouvé avec un rideau de soldats militaires juste en face de moi. Et juste derrière ce rideau-là, il y avait les manifestants qui jetaient des pierres, des cailloux. Moi, on m'a dit de longer le trottoir et de passer les militaires et passer les manifestants à côté en longeant le trottoir. J'étais le seul blanc dans le truc et s'il y avait un coup à faire, c'était pour ma pomme, quoi. Il y a eu plusieurs morts dans le marché. Je me souviens très bien qu'on rentre dans une phase de concentration extrême. C'est-à-dire qu'en fait, je regardais partout où il y avait possibilité de me faire attaquer et je scannais pratiquement tous les mouvements de personnes qui y avait autour de moi et avec un niveau de concentration que j'ai pratiquement jamais retrouvé à ce moment-là, quoi. Non, c'est ça. En fait, et la peur ne m'est pas venue au moment où j'étais dans le marché. Elle m'est venue en fait le soir quand j'étais à l'hôtel et que j'ai discuté avec mon voisin d'hôtel qui était, je crois, gabonais et qui lui m'expliquait effectivement la réalité. Parce que moi, je sentais bien que j'étais dans un moment de tension, mais bon, finalement, voilà, si je me mêle pas à la manifestation, ça va bien se passer. Il m'a un peu décodé de tout ce que j'avais vécu le matin et effectivement, ça aurait pu très très mal tourner, quoi. En Tanzanie, j'étais tranquillement sur une petite route secondaire, je passais en fait un pont et puis à un moment j'avais toujours un petit bruit derrière mon vélo et les Africains ils voulaient bien me suivre à vélo et essayer de faire 2 fois la course avec moi à vélo. Donc je m'inquiétais pas trop, je n'avais pas d'inquiétude sur le fait qu'il y avait une personne qui me suivait, etc. Par contre, je voyais un paysan qui était dans son champ qui commençait à me crier dessus. Et je ne comprenais pas pourquoi il me criait dessus, j'étais sur une route normale, je faisais rien, enfin voilà.
Il continuait, il insistait vraiment. Et en fait, à un moment, je me suis retourné pour voir ce qui se passait derrière moi, parce que c'était peut-être pas pour moi, mais c'était la personne qui me suivait. Et effectivement, c'est ce qu'ils appelaient un nomade qui me suivait. Donc c'était un gars, une sorte de SDF, qui était complètement dépouillé. Il n'avait pas de t-shirt, il avait tout juste un pantalon déchiré de partout. Et il avait une arme de Maasai, un bâton de Maasai. À l'intérieur du bâton de Maasai, il y a toujours un petit poignard. Donc en fait, il essayait de me courir après pour essayer de me faire tomber, sans doute essayer de récupérer un ou deux de matériel, voilà, ou quoi que ce soit, quoi. Donc là, dès que j'ai vu ça, je suis resté bien concentré, essayer de passer les vitesses sans dérailler, donc y aller doucement pour surtout pas dérailler. Après, j'ai accéléré et il a vu que je partais, donc il a arrêté sa course, quoi. Heureusement qu'il y avait le paysan qui m'a crié dessus, parce que sinon, je pense qu'il aurait fini par me rejoindre et puis me faire tomber, quoi. Une année de voyage en Afrique, c'est ce qu'on appelle souvent le grand écart émotionnel ou l'ascenseur émotionnel. D'une heure à l'autre, il se passe tout ce que l'on adore de l'Afrique et tout ce qu'on déteste de l'Afrique. Une journée bien particulière, je passais la frontière entre la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry. Pour sortir de la Guinée-Bissau, j'ai quitté le petit village qui était avant le poste frontière. Donc déjà, j'avais un premier contrôle de la police pour m'assurer que mes papiers étaient en ordre. Donc ça a pris déjà une bonne demi-heure ou une heure le temps de faire tous les contrôles de papiers. Je suis arrivé à la frontière. Là, je prenais une route où il n'y avait pas de voitures. Les voitures ne pouvaient pas passer. C'était juste un chemin en fait qui était pour les piétons, les vélos et les vélomoteurs. Arrivant à la frontière, forcément, le douanier, c'était la première fois qu'il voyait un occidental passer par là. Donc lui, le seul but, c'était de ralentir le maximum les formalités pour essayer d'accélérer le bakshish. Ce que moi, je ne voulais pas faire. Donc derrière, ça a duré près de 2 heures. On a déballé tout ce qu'il y avait dans mes sacoches, 1 fois, 2 fois, 3 fois. À chaque fois, il me disait... Mais ça pourrait être plus rapide, si voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est les lourdeurs, voilà, les complications qu'il y a en Afrique. Ensuite de ça, pour passer la frontière physique, il faut traverser une rivière. Donc avant de passer la rivière, donc il n'y a pas de pont et il faut passer par des petites pirogues. Et c'est les jeunes du village qui font le service d'une sorte de bac entre les deux. Sauf qu'il faut déjà négocier les prix avant. Il faut négocier longtemps les prix avant. Donc ça m'a pris encore une bonne demi-heure ou 1 heure, je ne sais plus combien. Donc on s'est mis d'accord sur le prix. Arrivé au milieu de la rivière, les gars ils m'ont dit finalement la pirogue elle commence à pencher, peut-être que ça va coûter un peu plus cher. Il a fallu renégocier le prix au milieu de la rivière, donc j'ai pas lâché. Le temps d'arriver jusqu'à l'autre rive, jusqu'à arriver sur le village de Dabis. Donc là il n'y avait pas d'hôtel, donc c'est là que j'ai commencé effectivement à discuter pour voir où je pouvais dormir, où je pouvais planter la tente. Et inversement, donc tout ce qui était négatif du matin, de tout ce qui était de l'Afrique, la complication, les discussions, le prix, la sécurité, l'état d'épaisse, etc. Et ben la deuxième partie de la journée, en fait, c'était que du bonheur. Parce qu'à partir du moment où j'ai été pris en charge par le professeur des écoles de ce petit village-là, j'ai planté ma tente à côté. On a discuté, il m'a montré un gros livre de dictionnaire où on était en train de citer des noms. Voilà, il lisait son dictionnaire. Voilà, parce qu'il avait trouvé une personne qui parlait le français, on pouvait discuter ensemble. Le soir, donc tous ses élèves à lui, ils sont venus devant moi, ils se sont mis en cercle autour de moi et ils ont fait en fait des chants, des danses, des festivités et j'ai été accueilli le soir. Pareil, ils m'ont offert à manger, c'était du riz et du poulet. J'imagine même qu'ils ont dû tuer le poulet juste pour me le donner à manger. C'est ça que j'adore dans ce voyage en Afrique là. Dans d'autres pays que j'ai pu faire depuis, c'est assez conventionnel, c'est assez... voilà, si je me rappelle d'avoir été en Chine, je sais ce qui va m'arriver dans la journée, je sais où je vais aller dormir le soir, je sais où je vais aller manger à midi. Même Cuba, qui est une belle destination, mais voilà, ça reste presque formaté, quoi. Alors qu'en Afrique, voilà, c'est que de l'imprévu d'une heure sur l'autre. Voilà. Le voyage en Afrique, c'est une sinusoïde. Donc, il y a des hauts, il y a des bas, et puis il y a des fréquences aussi. Sauf que quand on voyage en Afrique, les fréquences sont très rapprochées et l'amplitude est énorme. C'est-à-dire qu'on monte très haut dans les émotions positives et on descend très bas dans les déceptions. Et ça c'est magique. Pour moi, ça c'est énorme. C'est ce qui me fera un jour ou l'autre repartir en Afrique à vélo, ça c'est sûr. Parce que c'était ma première expérience de voyage à vélo, mais depuis, j'ai jamais retrouvé cette émotion-là, ces amplitudes et ces fréquences en émotion.
Pour pouvoir choisir en fait les itinéraires ou les routes que je prenais, je me renseignais effectivement souvent des conditions de sécurité sur cette route-là. Dans le nord de la Casamance, qui était vraiment à la frontière avec la Gambie, il est beaucoup moins touristique et moins sécurisé. Il y a des coupeurs de route là-dessus. Les coupeurs de route, il y en a quand même pas mal en Afrique, en Asie aussi, dans certains pays. Un jour, ils seront présents sur la route. Le lendemain, ils ne sont pas forcément présents, mais c'est un peu la loterie. On ne sait pas quand est-ce qu'ils viennent. Ils viennent quand ils ont besoin d'argent. C'est comme un droit de péage, sauf que ça peut mal tourner et puis ça dépend aussi du niveau. Ça peut être très bien en disant, bon voilà, on donne un billet aux gens du village et puis vous avez le droit d'utiliser la route, ou ça peut aller jusqu'à un certain niveau de violence. Donc après, c'est de voir. Mais à vélo, c'est pas très simple parce que finalement, le vélo, c'est quand même une certaine richesse en fait en Afrique. C'est-à-dire que non seulement ça sert à se déplacer, mais ça sert aussi à travailler. Ça sert à transporter des marchandises d'un village à un autre, etc. Et donc le vélo, il faut être très attentif à ne pas se faire prendre son vélo, quoi. Côté conditions climatiques, c'est un peu aussi les extrêmes en Afrique. C'est-à-dire soit j'ai eu du très très chaud. Mais quand je dis très chaud, c'est surtout dans le sud de la Namibie, donc au Fish River Canyon. Donc c'est le deuxième plus grand canyon du monde en largeur. Donc c'était au début de l'été austral. Là. Et là, ça monte à 50-52 degrés à peu près. Et c'est surtout une chaleur extrêmement étouffante parce qu'en fait, c'est un canyon. Donc la route que l'on emprunte, elle est à l'intérieur du canyon. Et il y a le vent du Kalahari qui souffle sur la droite et il y a le vent de l'Atlantique qui souffle de l'autre côté. Donc ça fait comme un énorme couvercle au-dessus de ce canyon-là. En Ouganda, où là j'étais dans la partie tropicale de l'Afrique, hein, donc la partie verte de l'Afrique. Et là j'ai eu trois jours de pluie non-stop. Mais quand on dit de la pluie, c'est la pluie tropicale. Donc on est sous la douche. Hein. Donc je suis sorti tu sors de l'hôtel pour aller chercher 2 ou 3 trucs à manger. Tu reviens, t'es trempé jusqu'à l'os. Voilà. Et pendant 3 jours, il a plu sans s'arrêter. Jour, nuit, voilà. À un moment, j'ai vu juste une petite ouverture. C'était à Fort Portal, donc au milieu de l'Ouganda, qui était à 1500 mètres d'altitude, je crois, quelque chose comme ça. Dès que j'ai vu une fenêtre de météo qui permettait de s'échapper, je suis redescendu. En fait, je suis descendu en dessous des nuages et après, voilà, ça a passé. Sur la fin, les derniers kilomètres du voyage, j'avais volontairement matérialisé un peu la ligne d'arrivée comme étant la planche de bois qu'il y a sur le cap de Bonne-Espérance. Lorsque l'on suit la côte africaine depuis le nord, le cap de Bonne-Espérance marque une rupture en cela qu'il stoppe la progression vers le sud pour entamer une évolution vers l'est. Au XVe siècle, il fut ainsi un pivot majeur de la conquête de l'Extrême-Orient par les Portugais. C'était une image que j'avais en tête juste avant de partir. Et pendant les jours de galère, des mauvais temps, des mauvaises pistes, au beau milieu de la Tanzanie, de la Guinée-Bissau, etc., l'idée, c'était de se dire de rejoindre cette planche de bois-là et de matérialiser ça comme étant une ligne d'arrivée. Une fois que je suis arrivé au cap de Bonne-Espérance, donc déjà, on serpente un tout petit peu la presqu'île pour arriver jusqu'à cette pointe-là. Et puis après, derrière, j'avais symboliquement pris une bouteille de champagne ou de vin mousseux du sud-africain. Et puis, j'ai célébré, j'ai bu une coupe de champagne là-bas en touchant cette planche de bois-là. Le retour de Cap de Bonne-Espérance vers Cape Town, la route est magnifique. L'océan en contrebas et les montagnes à droite, la mer à gauche, et on serpente, on longe toute cette côte-là et ça, c'est magnifique, ça. C'est un vrai beau cadeau, et surtout à vélo en plus. Les rencontres, il y en a plusieurs qui m'ont beaucoup marqué. Dans les vignobles à côté de Stellenbosch, je roulais normalement sur ma route. Je vois un énorme pick-up blanc qui vient derrière moi, ok, bon. Il me double. Normalement, il me klaxonne, comme on klaxonne souvent, et puis en fait, il s'arrête 20-30 mètres devant moi, et puis il me demande de m'arrêter. Bon, je m'arrête également avec lui, puis on commence à discuter, puisque lui aussi, il fait du vélo. Et donc, je lui dis, je vais aller à Stellenbosch, etc., machin, bon, très bien. Et en fait, il retourne dans son pick-up, il revient avec un trousseau de clés, et il me dit, tiens, ça c'est le trousseau de clés d'un appartement d'un copain que je garde à Stellenbosch. Je vais te montrer où il se trouve cet appartement-là, et puis tu peux aller dormir là-dedans. Il m'a fait un petit croquis sur une feuille A4 sur le capot de la voiture.
en m'expliquant qu'il fallait aller dans tel bloc, telle rue, tel machin. Il m'a donné le trousseau-clés, il ne me connaissait pas du tout, voilà. Il m'a donné le trousseau-clés, moi je me suis retrouvé bête parce que je ne savais même pas s'il fallait accepter ou refuser, quoi que ce soit. Donc j'ai pris le trousseau-clés et je suis allé effectivement dans cet appartement-là. C'était totalement étrange parce que je suis arrivé, effectivement, j'ai pris la bonne porte, j'ai pris le bon escalier, j'ai mis la clé dans la porte, j'ai ouvert la porte et en fait, j'arrive comme s'il y avait une personne qui habitait dans cet appartement-là, quoi. Tout était encore avec les photos et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? En fait, je suis en train de presque cambrioler un appartement avec un trousseau de clés que je connais même pas, j'ai juste un numéro de téléphone d'un gars. Il est venu l'après-midi après s'assurer que j'étais bien installé et puis le soir, on a mangé ensemble et voilà. De l'expérience de ces voyages-là, c'est de voir des cultures différentes, des sociétés différentes qui n'ont pas forcément les mêmes attentes que notre vie occidentale aujourd'hui. Et ça permet de se dire qu'il n'y a pas qu'un seul modèle de société qui existe et que ce que l'on recherche tous, c'est un peu le bonheur simple. Je regarde la constitution d'une famille en Afrique où il y avait de l'entraide, alors que nous, aujourd'hui, on essaye un peu de cloisonner tout ça, de se dire que chacun doit avoir sa propre maison, le vélo, etc. Machin. Si vous avez un vélo en Afrique, il appartient à toute le village ou l'hameau ou la famille. C'est pas le vélo d'une personne. Alors que moi, mon vélo, il m'appartient. Je peux le prêter à mon frère, à un copain, mais il saura que le vélo m'appartient. Alors qu'on est devenu très individualiste dans notre société à nous, quoi. Eux, ils sont dans une conception beaucoup plus communautaire où ce qui appartient à une personne appartient à tout le monde. Et voilà. C'était un peu ce que mes grands-parents me racontaient, quoi. C'est-à-dire qu'ils vivaient un peu pareil. C'est-à-dire qu'ils ont une maison, ils ont un petit peu de terrain, ils ont 2 ou 3 vaches, ils ont un peu de lait, des poules, etc. Et c'était comme ça que vivaient mes grands-parents, mais il y a pratiquement dans les années du siècle dernier, quoi. C'est aussi un voyage dans le temps, j'ai l'impression. Eux, ils cherchent à venir comme nous, c'est-à-dire à avoir plus de biens, de consommer maximum, alors que nous, on cherche peut-être à faire maintenant l'inverse, quoi. Le bonheur n'est pas d'avoir plein de biens, plein de matériel, plein de richesses. Voilà. Il faut juste savoir le prendre, le saisir et puis en profiter quand il est là. C'est ça que ça t'a appris ? Oui, c'est ça. L'Afrique à vélo est toujours dans un coin de ma tête, quoi. Donc tôt ou tard j'y retournerai, je ne sais pas faire quoi, ni comment, ni quand, mais oui, parce que ça m'apporte tellement d'émotions, du moins aujourd'hui avec 7-8 ans de recul, et j'ai jamais retrouvé ce même niveau d'émotion-là ou d'intensité de voyage qui fait que tôt ou tard j'y retournerai. L'aventure, c'est qu'on ne sait pas ce qui va... Un jour il y a un déclic, on a envie de le faire et puis on le fait. Voilà. Il viendra le déclic. La Pampa épisode 7, c'est terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, mettez des étoiles dans ma vie en vous abonnant au podcast sur votre appli de podcast favorite, en nous mettant un petit commentaire 5 étoiles et en nous suivant sur Instagram @sopampastique. C'est très important pour faire connaître le podcast et ainsi faire découvrir le voyage à vélo. Merci beaucoup d'avance. Pour continuer l'aventure ensemble, je vous invite à me laisser en commentaire sur votre appli ou sur Instagram les voyageurs à vélo que vous souhaiteriez entendre dans les prochains épisodes de La Pampa. Merci à Philippe Lautridou d'avoir dit oui sans hésiter à La Pampa. Merci pour ton accueil et surtout bon voyage. Car oui, Philippe n'aura pas tenu longtemps en place car il repart après-demain pour un voyage d'1 an en Afrique. Ça vous dit quelque chose ? Pour suivre ses aventures, ça se passe sur son blog, le Treat Tour, ainsi que Facebook et Instagram. Bien sûr, tous les liens sont dans la description de l'épisode. La musique est de mon super acolyte Cédric Clavel et le mixage et le montage de moi-même. Merci à tous de suivre aussi fidèlement le voyage de La Pampa. En 2022, La Pampa change de rythme et c'est donc dans 1 mois que nous nous retrouverons pour un nouvel épisode pampastique. Bonne année à tous et à bientôt.